Aujourd'hui, direction Bruxelles pour découvrir un nouveau lieu dédié à l'art, un lieu inattendu. Vous allez voir, Jean-Baptiste Urbain nous y attend. Regardez. Bonjour et bienvenue à Bruxelles. Nous sommes dans le quartier Saint-Gilles et on a rendez-vous à la patinoire royale avec son directeur, Constantin Chariot. On ne va pas parler de sport, mais de culture, d'art. Suivez-moi, allons-y. Bonjour Jean-Baptiste, ça va? Bienvenue, enchanté. À la patinoire royale. La patinoire royale, absolument. Ça a été construit en 1877 pour être la première patinoire à roulettes voulue par des actionnaires privés qui se sont mis ensemble pour créer ce lieu à couvert. Vous savez que le climat en Belgique n'est pas toujours très favorable et donc qui est la première patinoire à roulettes indoor, si vous voulez, de l'Europe. Donc ce qui vaut à ce bâtiment d'être classé depuis 1995 à cause de cette très belle charpente en bois qui n'en fait aucune fonction structurelle mais elle est décorative et qui fait qu'aujourd'hui, ce lieu qui est devenu, comme vous l'avez dit, un lieu d'art, se marie à la fois avec un contenant historique et un contenu historique aussi d'ailleurs. C'est ni une galerie, ni un musée, ni un centre d'art, mais les trois à la fois puisque notre activité commerciale permet de soutenir une activité culturelle qui se déploie ici dans un quartier à Bruxelles de galeries et d'écoles d'art. Et donc, on a un positionnement comme dans un musée, avec un commissaire d'exposition, avec un catalogue, avec une très haute exigence de choix dans les œuvres, mais où tout serait à vendre, si vous voulez. Donc moi, je peux acheter cette œuvre si je veux. Absolument. Si elle n'a pas déjà été vendue. Absolument, vous pourriez acheter cette œuvre-là si elle n'est pas vendue, espérons qu'elle le soit un jour. Le but est effectivement de pouvoir remplacer les œuvres qui sont vendues par d'autres œuvres qui sont équivalentes, sans déstructurer le propos scientifique de l'exposition. Pourquoi la résistance des images et qu'est-ce que c'est que la figuration narrative? La figuration narrative, c'est ce mouvement qui se met en place dans les années 60 et qui met l'image au centre du débat artistique comme étant le premier médium de communication et de diffusion des idées de ces années-là. Vous savez, on est en pleine guerre froide, c'est la guerre du Vietnam, c'est la baie des cochons, c'est le blocus de Cuba. Ces artistes entendent épouser les idées de gauche et donc veulent absolument contrer l'abstraction comme étant une stérilisation de leur propre travail. Donc ils résistent à la fois par l'image à cette évolution que je viens d'expliquer, mais en même temps, c'est une résistance à l'ordre social, c'est une résistance par rapport à toutes les oppressions, à tous les totalitarismes, c'est une résistance et peut-être une dénonciation de la société de consommation qui se met en place. Tout ça est à l'œuvre dans cette exposition, avec également un élément central de l'expo qui est la libération sexuelle, la libération de la femme, notamment par l'outil électrique, qui est la lessiveuse, la machine à laver la vaisselle, la télévision qui fait son apparition. Et donc, il y a également un élément autre qui est très central dans l'exposition, c'est la citation à l'histoire, puisque tous ces artistes font référence aux grands peintres qui les précèdent, considérant qu'ils sont les derniers tenants de la grande tradition de peinture européenne et qu'ils veulent l'affirmer comme tel, en citant directement dans leur travail qui Picasso, qui Manet, qui Goya, qui Van Gogh. Donc, premier thème de l'exposition, la vie quotidienne, c'est cette partie, c'est là où on est. Exactement, et donc l'exposition fondatrice du mouvement s'appelait Mythologie quotidienne, en référence à Roland Barthes, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance, et qui annonce ce changement de société qui est à l'œuvre pendant les Golden 60s, et où tout change. On a ici par exemple un tableau de Gérard Guillaumard, qui date de 1969, un érotique s'il en est, où l'on voit ici, ça s'appelle Une journée ordinaire, ce sont des scènes de la vie quotidienne, et Guillaumard exprime de manière un peu entrechoqué, si vous voulez, des moments de cette vie quotidienne qui va changer. Et puis, il y a subitement l'apparition d'une fellation dans la partie haute à gauche du tableau qui montre que cette journée n'est pas si ordinaire que ça, puisque la société change et on est véritablement dans une vision différente de la vie sociale, de la vie familiale, avec tous les tabous, avec les habitudes qui se perdent, avec une libération absolue à la fois de l'individu, mais surtout de la femme. Deuxième partie de l'exposition, la résistance des images, les femmes, partout. La femme va acquérir dans ces années-là une autre façon d'être au monde. Elle va proclamer sa féminité, ici dans ce très beau tableau d'Evelyne Axel, où elle fait son autoportrait dans ce tableau qui s'intitule « Le mur du son » et où elle crève, si vous voulez, le carcan dans lequel la femme a toujours été installée et elle affirme sa position centrale à la fois comme mère de famille, comme amante, comme femme, comme épouse, comme éventuellement élément de l'entreprise. Evelyne Axel a eu un destin assez particulier. Artiste belge. Artiste belge. C'est la seule femme et la seule belge de l'exposition. Elle était très liée au mouvement de la résistance des images. C'est une icône, la papesse de ce
pop art européen, si vous voulez, qui s'affirme. Elle apparaît nue dans ses vernissages avec des chapeaux à plumes. Elle a une passion folle pour l'automobile. Elle aime les filles et les garçons. Elle peint. Elle a peint pendant 7 ans un corpus assez faible, 213 œuvres, pas beaucoup plus. Et donc ce tableau-ci est véritablement une sorte de manifeste du féminisme qui fait son apparition, avec notamment la capacité qu'a la femme de gérer sa procréation avec la pilule. C'est la libération sexuelle, évidemment. Et ce tableau à gauche de celui-ci, qui est prémonitoire, puisqu'il s'intitule « Accélération » et où Evelyne Axel, 7 ans avant son décès dans un accident de voiture, représente ces escarpins qui lui échappent, qui glissent sur les pédales, et on sait qu'elle se tue au volant de sa voiture de sport, à côté de son amant, ce qui vaudra à son pauvre mari d'apprendre le même soir qu'il est veuf et cocu. On est dans une petite niche. Là, la résistance des images se fait, semble-t-il, politique. Exactement, on est dans l'engagement politique de tous ces artistes qui sont tous léninistes, trotskistes, maoïstes, et qui, ici, à travers l'œuvre de Gudmundur Hérault, nous montre l'aboutissement finalement du projet communiste, puisque nous avons Mao qui, accompagné de ses camarades travailleurs, ont abouti dans leur révolution et prennent possession de la place de la Concorde, au cœur même de la ville Lumière. Un autre tableau très intéressant également et très prémonitoire de Peter Claesen, qui montre le mur de Berlin 3 ans avant sa chute, peint du côté ouest, si vous voulez, et où l'on voit la figure de la Statue de la Liberté, une citation directe de Keith Haring, et le cadenas qui a sauté, qui montre clairement que les esprits sont prêts à être libérés. Pour finir, on peut prendre un peu de hauteur sur cette exposition « La résistance des images », puisque voici à l'étage pour une exposition qui a lieu jusqu'à quand, qu'on peut voir à Bruxelles jusqu'à quand? Elle s'achève le 30 septembre, elle est prolongée jusqu'au 30 septembre, et ensuite, toujours dans une programmation vente, puisque nous sommes ici en galerie, nous explorerons d'autres sujets comme l'art cinétique et l'art optique, toujours des expositions qui sont dans la même strate chronologique et qui, dans un cadre commercial, permettent aux gens d'accéder à un contenu culturel. Merci beaucoup pour cette visite. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. Et donc, via la patinoire royale. Merci.